Bonsoir à tous, bienvenue encore à la semaine de la business analyst. Je suis Désiré Quadio, le vice-président chargé des recherches et développement. Donc, comme déjà entamé, nous sommes présentement dans la semaine de la business analyst qui a commencé hier et se déroulera jusqu'au samedi 12 novembre, autour du thème central, la donnée au cœur du métier de business analyst. Donc, comme agenda, nous aurons dans une première partie une présentation du chapitre Côte d'Ivoire de l'IBA. Et ensuite, nous allons décliner en fait la présentation. En fait, c'est quoi la semaine de la business analyst avant de vous présenter en fait le programme même de cette semaine qui nous réunit. Et enfin, nous allons présenter l'orateur de ce soir. Donc, la présentation sur l'IBA Côte d'Ivoire. Il est important de souligner que elle a été créée en 2019, donc elle est tout récente. Donc, nous avons pour mission, nous, à savoir l'IBA Côte d'Ivoire, avons pour mission de contribuer à la professionnalisation des business analysts via un guide, via la promotion d'un guide communément appelé BABOK, et également des programmes de certification également pour accompagner tous nos membres. Comme seconde mission, il s'agit pour nous en fait de promouvoir aussi les pratiques de la business analyse dans tous les contextes décisionnels auprès des entreprises, des organismes publics, des administrations et du monde associatif en Côte d'Ivoire, principalement. Et notre dernière mission ici est de permettre en fait un partage d'expériences au sein de la communauté indépendante de professionnels que nous sommes, d'experts également, d'enseignants et également et plus généralement de toute personne intéressée également par le métier de business analyst. Donc, à cet effet également, si des participants souhaitent également être membres de l'association, n'hésitez pas à nous contacter au cours des échanges. Donc, comme petite historique de nos activités, depuis notre création en 2019, donc pour l'année de création, après la création, nous avons tenu un dîner en fin d'année. Et pour l'exercice 2020, nous avons eu principalement trois actions. Donc, la première a consisté en la construction de groupes d'études consacrés au BABOK, qui est le guide de business analyst, en fait. Et ensuite, nous avons mené avec succès un partenariat avec le CERAP, qui est une université. Et enfin, nous avons tenu également un dîner de fin d'année. Pour l'année dernière, il s'est agi principalement de notre reconnaissance au niveau du chapitre mondial, c'est-à-dire de l'association internationale même à proprement dit, puisque nous sommes en fait un chapitre local, notamment celui de Côte d'Ivoire. Et aussi, il s'est agi en fait de faire des kick-offs, des groupes d'études notamment, pour véritablement appréhender certains aspects et mieux préparer également nos différents membres à la certification. Donc, cela aussi s'est fait par l'identification. On a fait mener aussi une enquête sur l'étude de l'identification des business analysts de Côte d'Ivoire. Et nous avons également mené notre première semaine de la business analyst en 2021. Donc, pour cette année également, déjà mené, nous avons fait des groupes d'études aussi en interchapitre, notamment entre notre chapitre, c'est-à-dire le chapitre de la Côte d'Ivoire et celui du Cameroun. Et comme troisième chapitre, nous avons eu le chapitre de la Tunisie. Donc, nous avons eu également des BA Talk où il s'agit en fait par mois de définir des thèmes et nous avons eu également des intervenants qui nous ont édifiés sur certains aspects. Et comme troisième activité, celle en fait qui nous réunit en ce jour, à savoir celle de la semaine de la business analyst. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, il est important de souligner que le 1er novembre marque en fait la journée internationale de la business analyst. Donc, pour ne pas véritablement rester en marge de cette activité-là, donc nous, chapitre Côte d'Ivoire de la business analyst. Donc, depuis l'année dernière, à savoir depuis 2021, le chapitre Côte d'Ivoire de l'IBA organise en fait la semaine de la business analyst pour des raisons qui sont ci après décrites. Donc, d'abord, pour rappeler en fait à la communauté des business analysts de Côte d'Ivoire que nous existons. Ensuite, faire la promotion du métier en organisant des activités autour du métier. Et enfin, inviter toutes les personnes intéressées par le métier à rejoindre la communauté que nous sommes pour un meilleur dynamisme. Donc, le thème central qui nous réunit tout au long de cette semaine de la business analyst qui part du 9 au 12 novembre, le thème est la donnée au cœur du métier de business analyst. Donc, la donnée étant considérée de nos jours comme le nouvel or noir des entreprises, bien évidemment. Donc, elle est recherchée pour son impact dans les prises de décisions stratégiques à tous les niveaux au sein d'une entreprise. Donc, il était important pour nous, en fait, de célébrer cet événement autour, en fait, de la donnée.
Donc, comme programme en fait de cette semaine, donc ce programme a commencé hier et aujourd'hui, nous avons déjà autour de 16 heures, nous avons eu le thème autour de la gouvernance et la gestion des projets Big Data. Et là, tout à l'heure, nous allons aborder en fait le second thème de cette journée qui est consacré à la data visualisation, rôle et impact pour le business analyst. Donc demain, évidemment, il y aura également deux thèmes ainsi qu'un thème en présentiel prévu pour samedi. Donc la présentation du thème et de l'orateur du jour. Donc, comme déjà évoqué, le thème qui sera développé tout à l'heure est intitulé Data visualisation, rôle et impact pour le business analyst. Donc, notre présentateur est M. Armand Cablan. Donc, il faut souligner qu'avec plus de 10 ans d'expérience dans l'écosystème Big Data et Adobe, Armand Cablan travaille actuellement en tant que manager Data Science et Intelligence Artificielle à la DRSI pour le groupe Orange Côte d'Ivoire. Donc, il travaille principalement sur la conception de solutions d'IA, c'est-à-dire d'intelligence artificielle, pour le secteur des télécoms afin de les aider à atteindre différents objectifs, à savoir construire une vision data en exploitant au mieux le potentiel de la donnée dans la production de valeur. Armand a obtenu un diplôme d'ingénieur de conception, il faut le souligner, en informatique à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, suivi d'un master en data science à l'École nationale supérieure de la statistique et de l'économie appliquée d'Abidjan, NCA. Donc, M. Armand a investi successivement les champs de l'analyse, de l'analytique, de la business intelligence, du machine learning, puis de l'intelligence artificielle. Au-delà de l'activité de construction de modèles, Armand aussi assure également le développement d'outils mettant en œuvre ces résultats via, par exemple, du marketing automation ou des outils de BI. Donc, ainsi présenter notre présentation du jour. Donc, M. Armand, je vous laisse la parole pour nous présenter ou pour nous édifier autour du thème de la data visualisation. M. Armand, vous êtes là? Du Cablan? Allô, je suis là. Est-ce que vous pouvez me permettre de partager? Oui, allez-y, allez-y. Donc, Enfin, j'ai pas la main. et leur point, c'était ça. Excusez. On va continuer le parallèle run. Est-ce que c'est pas ça qui fait que, bon, on a… C'est bon? Oui, c'est bon. Donnez-moi juste une minute. D'accord, d'accord. Je tiens à rappeler à nos participants qu'au cours de son intervention, si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la main ou à poser directement votre question dans le chat box pour que je puisse les transmettre à l'intervenant. Donc, en attendant que M. Armand ne soit prêt, je vais vous égrener en fait les différents thèmes qui ont été déjà présentés ou en fait qui seront présentés dans la suite de la semaine de la business analysis. Donc, il faut souligner que hier, nous avons eu en fait un thème assez enrichissant consacré en fait à la protection, au registre général de protection des données à caractère personnel ou un business analyst. Donc, quels étaient les enjeux, les perspectives? Cela a été vu hier et aujourd'hui, bien avant ce thème, environ de 16 heures, s'est tenu également un premier thème consacré en fait à la gouvernance et gestion des projets Big Data. Donc, on a vu les facteurs pour une solution de gestion efficace des données. Donc, l'intervenant a également édifié. Donc, là, maintenant, M. Cablan nous fera l'honneur de nous présenter certaines thématiques relatives à la data visualisation, à savoir les rôles et impacts pour le business analyst. Donc, demain également sera à l'ordre du jour deux thèmes, à savoir réussir un entretien pour un poste de business analyst. Et le second thème de la journée de demain sera consacré à l'analyse des données stratégiques d'entreprise. Donc, quel impact pour les performances de l'entreprise. Et pour ce samedi, nous aurons un workshop en présentiel. Donc, pour ceux qui sont intéressés, sont priés de bien vouloir nous le manifester pour que nous puissions prendre les dispositions idoines. Et pour après, allô? Est-ce que vous m'entendez? Je vous reçois 5 sur 5. D'accord. Excusez-moi. Des rapports sur 1 heure, 2 heures, un jour, je ne sais pas. Mais si on ne fait pas la montée en version… D'accord, donc bonsoir tout le monde. Alors, je suis Armand Cablan, comme l'a présenté l'orateur tout à l'heure. Donc, je suis un acteur de la data, donc notamment chez Orange Côte d'Ivoire, donc en charge de la Data Factory.
Et aujourd'hui, je vais vous présenter durant ces 1h30 là, des éléments sur le thème data visualisation, rôle, importance et impact dans l'analyse des données. Voilà, donc n'hésitez pas à lever la main ou à m'interpeller si vous avez des questions ou besoin de clarification sur certains sujets. Voilà. Alors, donc, la présentation va s'accentuer sur les 5 points qu'on a. Donc, déjà, on va définir ce que c'est que la data vise. Ensuite, c'est quoi les apports de tout ce qu'on appelle data visualisation, donc sur l'activité. Également, les principaux acteurs du marché, donc au niveau de la data vise, mais également les best practices pour choisir son outil. Et enfin, une conclusion pour se faire une projection sur comment vous allez, vous, à votre niveau, pouvoir l'utiliser. Voilà. Donc, pour démarrer, hein, donc, ce qu'il faut comprendre, alors, on dit dans la littérature, donc, on a une image qui vaut mieux que 1000 mots. Donc, c'est ce qui se dit. Donc, vous serez d'accord avec moi si je vous présente une image qui présente une situation, au lieu de faire 30-45 minutes de discours pour vous expliquer une situation. Et donc, aujourd'hui, dans le domaine de la data, donc on a 90% de l'information qui est transmise, pas forcément dans les data, hein, donc ce sont des éléments qui sont disponibles dans la littérature. Donc, on a 90% de l'information qui est transmise par le cerveau, qui est visuel, donc à travers les images, et qui sont traitées par le cerveau, donc qui sont 60 000 fois plus vite traitées par le cerveau que des textes. Donc, je vous ai mis la source, donc qui est 3M Corporation et Zabisco. Donc, ce sont des éléments factuels. Ensuite, tu as 46% des internautes dont le design d'un site est un critère numéro 1 pour juger la crédibilité de la marque. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est activité de e-commerce, systématiquement, quand on va sur un site pour chercher une information ou chercher à acheter quelque chose, la première des choses avec laquelle on est en contact, c'est le design du site. Et donc, des études de Stanford nous disent que 46% des internautes sont attirés par le design des sites qu'ils visitent. Ensuite, on estime également la réduction de charges à 10 voire 15% en amélioration des délais, entre 30 et 60% selon l'environnement, dans le cas des applications et les méthodes agiles par rapport aux méthodes classiques. C'est également c'est une source de tout ce qui est… donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Donc, vous m'entendez? D'accord. Donc, je vous disais que on estime aujourd'hui à 10 voire 15% de l'amélioration des délais, de 30 à 60% selon l'environnement, dans le cadre des applications des méthodes agiles par rapport aux méthodes classiques. Donc, vous savez que dans tout ce qui est méthodologie agile, on a tout ce qui est cérémonie, et dans les cérémonies, tu as des stand-up meetings où on va avoir, par exemple, du Kanban, où on a un petit paperboard avec des post-it qu'on colle de façon visuelle pour montrer l'avancement, la progression des différentes tâches. Donc, globalement, ceci pour vous présenter le fait que quand on a une image ou une information qui est visuelle, l'information est beaucoup mieux captée par rapport à du texte. Donc, voilà, globalement, c'est un peu le message qui est passé ici. Et donc, dans la même veine, je vais vous présenter ici l'origine même de la data visualisation. Donc, il faut comprendre que pour démarrer, hein, on a parlé d'image qui est mieux perçue que tout ce qui est texte et chiffres.
Donc, c'est ce qu'on essaie de présenter ici. Donc, vous avez ici un tableau assez simple où pour chaque mois, on a des ventes qui sont représentées. Donc, quand vous le regardez ainsi, c'est un peu difficile de percevoir le message qui veut être passé. Par contre, ici, vous avez un graphe. Vous avez un graphe qui présente la même information, mais d'une autre façon. Et là, systématiquement, il y a une information qui attire mon attention, c'est le pic qu'on a au niveau de mai. Donc, on voit déjà qu'il y a une évolution avec un pic au niveau de mai. Et également, en mars, on a une décroissance. Donc, c'est quelque chose que je vois systématiquement quand je regarde l'écran. Ensuite, il faut savoir aussi aujourd'hui, avec tout ce qui est big data, on a un volume conséquent de données qui accroît avec de la vélocité et de la variété, donc ce qui a trait à la big data. Donc, avec cette volumétrie-là, il faut avoir une visualisation qui est adaptée, sinon ça sera compliqué pour les acteurs de pouvoir se retrouver. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est outils de mobilité, hein, donc les smartphones, les tablettes, qui génèrent des données, qui génèrent assez de données. Et donc, il va falloir avoir des éléments de visualisation spécifiques, donc adaptés, pour pouvoir permettre aux acteurs de la data de pouvoir avoir des informations assez fiables. Et également, on a l'analyse de données qui devient de plus en plus complexe, donc notamment avec la big data. Donc, la complexité devient plus accrue. Voilà. Et à l'issue de toutes ces réalités-là, c'est de là qu'est né les outils de restitution évolués et donc la data vise. Voilà. Donc, on part au début d'une problématique de restitution, de compréhension des informations qui sont passées par le cerveau et on regarde qu'est-ce qui est mieux adapté. Et à ça vient se rajouter la masse de données qui est collectée au jour le jour, qui est produite. Et à la suite de tous ces événements-là, est née la data vise avec des outils évolués pour permettre la restitution de données assez aisée. Voilà. Donc, les origines, donc on a parlé un peu, hein, donc ce sont l'évolution. Donc, déjà, dans un premier temps, on a un périmètre de données figé, on a des rapports statistiques qui sont mis en œuvre. On a également l'élaboration de présentations qui sont assez limitées. Et donc, face à cet existant-là qui est présenté ici comme l'âge de la pierre, parce que quand vous voyez, par exemple, ce camembert-là, il est difficilement exploitable parce que quand on regarde les partitions sont sensiblement égales. Donc, il va falloir avoir l'œil ou bien écarter la vise pour savoir un peu quelle est l'information qui est tentée d'être passée ici. Pareil pour l'histogramme que vous voyez ici. Ça ne dit pas ça ne donne pas une grande information a priori. Et donc, face à ça, on va se retrouver aujourd'hui à l'ère de la data vise, donc où on a une meilleure lisibilité de l'information, une autonomie, une interactivité, mais également une présentation de graphiques novatrices et différenciées. Voilà. Et ensuite, on a les fonctions clés de la data vise. Donc, comme on l'a dit, hein, donc la data vise, première chose, c'est une intégration agile, donc avoir des interfaces, comme on le dit, user-friendly, donc qui permettent d'avoir des graphes assez sympathiques pour l'exploitation assez aisée. Ensuite, on a également une représentation, une diffusion de l'information, donc à travers des tableaux de bord avec plusieurs représentations graphiques, mais également une analyse et une exploitation de ces rapports-là. Donc, on va commencer par l'intégration agile, d'accord, avec des interfaces user-friendly. Après, une représentation via des tableaux de bord, des dashboards interactifs. Et enfin, une analyse et une exploration des données par les équipes business ou les autres équipes. Donc, voilà principalement les fonctions clés de la data. Alors, cela étant dit, on va passer à
à tout ce qui est apport de la data visualisation dans le quotidien. Alors, les apports de la data visualisation. Donc, comme j'ai dit, hein, donc cela facilite la compréhension et l'interprétation des données. Donc, j'ai présenté tout à l'heure certains graphes. Déjà, le premier graphe avec le tableau d'évolution des ventes. Et on a vu, quand il est présenté sur une courbe d'évolution, on voit clairement que voilà, on arrive à interpréter comment la vente s'est déroulée sur une année et les axes d'amélioration. Donc, c'est facilement interprétable. Ensuite, améliore la communication. Effectivement, quand on a bien interprété une vise, donc on peut communiquer sur des actions pour améliorer tel aspect ou féliciter telle équipe par rapport à une performance. Donc, ça améliore la performance, mais également optimise et accélère la prise de décision. Donc, toujours avec l'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur l'évolution des ventes. Et donc, une prise de décision serait, par exemple, sur le mois en question où il y a un décrochage, de, par exemple, booster les actions de terrain, par exemple, pour faire en sorte que, voilà, on arrive à tout de suite remonter la pente. Voilà. Et ensuite, tu as la contribution à la motivation des collaborateurs. Voilà. J'ai parlé de récompense, j'ai parlé de, voilà. Donc, il y a plusieurs éléments qui peuvent permettre la motivation des collaborateurs et aussi favorise l'innovation. On est dans l'ère de la big data. Il y a des vises de plus en plus spécifiques. Et donc, tous les acteurs de la data vise font le nécessaire pour pouvoir présenter des visualisations qui sont faciles donc déjà user-friendly, mais compréhensibles dès la première visualisation. Voilà. Et donc, tout ça, avec 77% qui déclarent qu'une manière que la data vise améliore la prise de décision grâce à une meilleure analyse, mais également 41% considèrent qu'elle améliore la collaboration et le partage d'informations. C'est très important. Alors, la représentation et la diffusion de l'information. Donc, ce sont des fonctionnalités qui sont offertes par des nouveaux outils qui permettent de rendre plus pertinentes les restitutions. Donc, en proposant des modes de restitution visuelle innovants. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, notamment dans l'ère de la data, de la big data et même de la data science. Parce qu'avec la data science également, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Je vous laisse la parole. D'accord, OK. Donc, on en était à la présentation et la diffusion de l'information. Donc, comme j'expliquais, aujourd'hui, les tendances en termes de visualisation sont assez variées vu la croissance de la la croissance des données qu'on a dans nos environnements. Donc, les vises s'adaptent. Enfin, il faut adapter la vise à la volumétrie de données qu'on a pour pouvoir faire passer aisément l'information qu'on veut. Donc, on présente ici certains types de vises. Donc, on a la carte pour présenter tout ce qui est vise sur une map, mais également tout ce qui est scorecard complexe avec un ensemble, enfin un tableau de bord spécifique avec différents éléments qui sont positionnés pour permettre de passer l'information. On a également ce qu'on appelle les storytelling. Donc, ce sont des vises qui vont permettre de raconter une histoire pour aboutir pour présenter une situation. Également, on a le tube map. Donc, comme vous voyez, par exemple, pour présenter les itinéraires du métro en France, par exemple, ou d'autres types d'informations, on va utiliser ce type d'informations-là. Et enfin, tu as la carte de chaleur également qui est utilisée pour présenter l'information d'une façon. Voilà, donc il y a plusieurs façons de monter la vise, donc que ce soit complexe ou pas. Donc voilà, on a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Après, je vais vous présenter les types de vises qui sont appropriées à des informations précises qu'on peut faire passer.
Alors, l'intégration agile. Donc, comme j'ai dit, dans la définition de l'agilité, on trouve donc 4 caractéristiques essentielles. Donc, on a des moyens industrialisables, également des formes diverses, des moyens sécurisants, mais également des moyens évolutifs. Donc, tout ça dans un environnement global. Donc, faut vraiment avoir à l'idée que on a l'élément dans un cadre bien spécifique, donc que ce soit en entreprise ou dans un environnement où on doit restituer de la data. Donc, on a ces 4 caractéristiques essentielles-là qui vont permettre d'une intégration agile. Voilà. Et donc, les outils dans l'une des principales sources d'agilité sont le Scrum. Principalement aujourd'hui, on a tout ce qui est Scrum pour permettre de pouvoir faire de l'agile. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui sont… voilà. Donc, pour pouvoir mettre en place des outils, donc, ces vises-là, donc, principalement, on va procéder par des méthodes agiles pour faire de l'intégration de façon… Et donc, ça, ce sont des possibilités qui s'offrent à nous. Et donc, dans cette même optique-là, les outils de la data visualisation sont capables de traiter un grand volume de données, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc ils vont garantir la rapidité d'exécution des rapports. Vraiment, c'est un élément essentiel, vu qu'aujourd'hui, on parle de la 5G, on parle, voilà, on a l'Internet des objets, on a beaucoup d'éléments connectés, donc on brasse beaucoup de données. Et donc, pour ce type d'environnement-là, si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup de données, donc il faut avoir une infrastructure et des outils de vise adaptés. Et c'est vraiment une reco qui est très importante. Donc ici, je parle principalement de Hadoop, mais ce n'est pas que ça. Il y a plusieurs technologies qui permettent de pouvoir bien présenter la donnée pour qu'on ait de la vise là-dessus. Voilà. Donc ici, c'est faire un zoom sur qu'est-ce qu'il faut, quel est l'environnement qu'il faut, quelle est la conception qu'il faut pour pouvoir, in fine, avoir une vise qui soit assez rapide. Et voilà. Et donc, je vais vous passer… ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique aux data scientists. Donc, il faut savoir aussi que on fait de la vise dans l'activité de data science. Et donc, dans tout ce qui est exploration pour pouvoir faire un modèle de machine learning ou tout autre algorithme. Donc, il y a une première étape qui est également de l'exploration où on va principalement faire de la visualisation. Donc, c'est d'utiliser des boîtes à moustaches, certaines vises qui sont spécifiques pour pouvoir représenter la donnée et regarder est-ce que faire par exemple des analyses statistiques ou voir si les hypothèses qu'on a émises, est-ce que ces hypothèses-là sont avérées ou pas. Donc aussi au niveau de la data vise, au niveau de la data science, on a également la possibilité d'utiliser de la vise pour l'activité. Alors, quelle est la différence entre un tableau de bord et un reporting? Alors, une différence, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que le reporting, lui, il a pour objectif de contrôler. Par contre, le tableau de bord, son objectif, c'est de piloter. Alors, la partie reporting, on a un fond qui explique la formation des résultats, donc où se situent les cas. Donc, tel que vous voyez ici, on a un tableau où il y a des lignes qui sont précisées en rouge. Donc là, on est dans le cas d'un reporting. Et aussi, la forme, c'est un tableau de chiffres, donc avec des informations qui sont exhaustives, brutes et peu traitées. Donc ça, c'est dans le cas du reporting. Par contre, le tableau de bord, on a, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de piloter. Mais également, on a un fond qui explique les causes et surtout la sous- ou sur-performance et permet d'identifier les leviers d'action opérationnelle. Voilà. Donc, dans un tableau de bord, par exemple, on peut voir la vise qu'on a vue au départ, qui présente l'évolution du chiffre d'affaires. Et voilà, l'idée, c'est vraiment de synthétiser de façon synthétique et visuelle, attractive, donc qui permet à une prise de décision. Et donc, la mise en place de tableaux de bord performants n'affranchit pas, ça dit qu'avec ça, on n'empêche pas d'avoir du reporting ad hoc, des analyses ad hoc. Les deux peuvent être
peuvent être utilisés ensemble selon l'objectif et selon le besoin auquel on veut répondre. Donc, vraiment, il faut vraiment bien comprendre pourquoi on a du reporting, pourquoi on a du tableau de bord. Alors, on a ici un process donc d'insertion du tableau de bord dans la gouvernance d'une entreprise, donc avec plusieurs étapes. Donc, si vous voyez par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, donc par rapport à la différence entre un tableau de bord et un reporting, donc ici, c'est un focus sur le tableau de bord en entreprise pour la gouvernance. Et donc, depuis le top management, on va établir une stratégie. Donc, la stratégie va découler des objectifs. Et ces objectifs-là vont donner lieu à une feuille de route. Et donc, cette feuille de route-là va se traduire en action. Et donc, à partir de ces actions-là, il y a des actions vont être menées. Et le tableau de bord va permettre directement au management de voir directement qu'est-ce qui se passe, voir l'évolution. Voilà. Et donc, ce tableau de bord-là, il va permettre aussi de suivre, mais également de réajuster la feuille de route. Voilà. Donc, pareil, toujours sur la vise qu'on a vue concernant l'évolution de la vente. Lorsqu'on a vu le mois de mars en chute, automatiquement, on pourrait ajuster, à partir d'un tableau de bord, on pourrait ajuster les actions pour que le mois qui suit, on ait directement un impact sur les ventes qui étaient en chute. Donc, l'idée, c'est le pilotage, donc favoriser le pilotage, donc il favorise l'action. Il permet de situer la performance par rapport à un objectif stratégique. Donc, on va essayer de regarder. Ensuite, il permet également d'isoler les raisons de la sous-performance, mais également de connaître l'impact des actions dans l'atteinte des objectifs. Mais également la communication, c'est très important. Le tableau de bord est un support de discussion au sein de l'entreprise. Donc, il permet de partager l'information. Il permet aussi un alignement des plans d'action et ajuster très rapidement les actions qu'il faut faire ou même la feuille de route. Voilà. Ensuite, on va passer aux principaux acteurs clés du marché. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du cadran magique de Gartner, mais c'est un élément très essentiel dans le benchmark de tout ce qui est outils de data vise qui sont sur le marché. Donc, vous pourrez le consulter très souvent pour voir un peu quelle est la tendance du marché. Et donc, on a ce cadran-là qui est présenté. Donc, c'est l'évaluation de Gartner qui porte sur l'ensemble des dimensions des plateformes business intelligence. On va trouver plusieurs critères donc, qui sont répartis en 4. Donc, tu as les challengers, tu as les leaders, tu as les visionnaires et puis tu as les niche players. Donc, dedans, ce que vous voyez en bleu, là, ce sont les outils ou les solutions de data vis. Donc, dans l'autre slide, j'ai éclaté, donc avoir une synthèse globale. Donc, tout ce qui est leader du marché, donc sur la partie leader du marché, donc leader, c'est le cadran qu'on a. On a Tableau, ClickView, on a Tipco, on a des outils qui sont orientés data visualisation, qui sont des outils user-friendly, très rapides à déployer et qui sont ergonomiques, donc ces outils-là. On a également les acteurs traditionnels. Voilà, donc c'est les Microsoft, tout ce qui est Power BI et autres, c'est les SAP, c'est les SaaS, voilà. Et donc ici, ce sont des outils intéressants pour les analyses poussées, l'industrialisation facilitée par la BI d'entreprise, et également, ce sont des outils très complets. Enfin, ici, on a ce qu'on appelle les challengers. Donc, c'est vraiment des solutions qui montent en puissance, notamment DataWash et BIM. Il y en a d'autres. Hein. Si vous regardez dans le cadran, il y en a d'autres. On a juste fait des sélections. Donc, ce sont des outils qui sont intéressants pour des analyses poussées, donc et prédictives, et puis qui peuvent traiter de gros volumes de données et qui sont des outils intéressants et qui ont des prix assez compétitifs. Par contre, ceux du haut, là, ils sont un peu... C'est vrai qu'ils sont... Soit c'est des traditionnels, c'est des leaders, mais
Après, tu as des coûts associés qui peuvent grimper. Alors, comment choisir le bon outil de restitution? Comment choisir son outil de vie? Alors, la solution pour créer, automatiser votre dashboard selon, voilà, c'est selon leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, pour faire une vise, on peut utiliser des tableurs classiques type Excel, Google Sheet et autres. Voilà. Mais par contre, tu as le nombre de sources qui sont limitées, tu as le volume de données peu important. Donc, on parle de big data maintenant, c'est un peu difficile d'aller sur du Excel. Voilà. Et aussi le besoin des destinataires de pouvoir remonter l'information, donc remonter, pardon, à la donnée initiale. C'est aussi une limite. L'autre option, ce sont des outils de business intelligence qu'on a vu tout à l'heure dans le cadran magique, donc avec notamment Tableau, tout ce qui est Power BI, tout ce qui est Click. Alors là, par contre, tu as un besoin de connecteurs, de connecter un nombre important de sources de nature différente. Et très souvent, il y a des connecteurs qui sont payants, donc voilà, ça peut être compliqué. Après, il y a un besoin d'embarquer des fonctionnalités d'ETL pour manipuler la donnée. Généralement, des outils comme Tableau, Click, ils embarquent des outils d'ETL. Ça peut être aussi complexe. Voilà. Et on a des dashboards, par contre, interactifs. On a des publications online qui sont intéressantes aussi. Et enfin, on a la possibilité de faire de la data vise avec des applications web. Donc, ce qu'on appelle des outils, sont des frameworks tels que HTML, CSS, Node.js, voilà, qui permettent de faire des vises from scratch, donc avec des compétences en développement. Donc, ces applications web là permettent l'intégration dans un environnement existant, permet aussi des exigences graphiques très fortes. Et là, par contre, on n'a pas, c'est des outils, c'est des frameworks open source, donc la contrainte budgétaire est moins importante que ceux du haut là, notamment ceux du milieu là, mais également des outils de communication interne pour le pilotage opérationnel. Donc voilà 3 gros blocs d'outils de vise qui peuvent vous permettre de pouvoir monter des vises selon vos besoins et également selon le budget ou pas que vous avez. Voilà. Et selon aussi la contrainte en termes de volumétrie de données. Donc, à vous de faire le choix. Je vais présenter ici quelques aspects à vérifier avant de se lancer. Ce sont des aspects importants parce qu'aujourd'hui, il faut déjà savoir sur quel environnement de travail mon tableau de bord, il doit être fonctionnel. Est-ce que c'est du Windows? Est-ce que c'est du Mac? Est-ce que c'est un ordinateur de bureau? Est-ce que c'est un ordinateur Linux? Est-ce que c'est uniquement depuis le réseau interne ou je veux le publier sur Internet? Parce que ça va conditionner l'outil de vise qu'on va utiliser. Donc, c'est un élément important. Ensuite, la solution que je veux utiliser, est-ce qu'elle dispose de connecteurs? Est-ce que c'est des connecteurs payants? Est-ce que si, par exemple, je veux utiliser des données qui sont offertes par des API de Google, par exemple, est-ce que l'outil de vise que je vais utiliser là, a cette capacité-là d'embarquer des API de Google Analytics, par exemple? Voilà. Est-ce que je peux facilement l'intégrer depuis mon SI? Donc, c'est des éléments de réponse qu'il faut avoir. Aussi, est-ce que j'ai besoin de manipuler la donnée avant de la restituer? C'est un élément important. Donc, dans tout ce qui est vise, il y a beaucoup de conceptions pour s'assurer qu'on a un socle de données qui permet de restituer la donnée de façon rapide. L'idée, c'est que quand je veux avoir l'information, très rapidement, je l'ai. Étant directeur ou manager ou décideur, si je veux voir mes ventes, il faut que je les ai rapidement, par exemple, depuis mon smartphone. Voilà, à tout moment, il faut que ce soit rapide. Sinon, après, c'est des choses que les gens vont jeter à la poubelle. Donc, cet aspect-là est très important. Est-ce que je veux manipuler la donnée avant de la restituer? Est-ce que je veux construire une base tampon? Est-ce que j'ai des sources multiples? Voilà, donc c'est des éléments de réponse qu'il faut avoir. Et enfin, qui va utiliser la solution? Est-ce qu'elle sera accessible par les équipes marketing? Est-ce que, voilà, ce genre de choses-là pour pouvoir faire le choix et se lancer dans une visite. Alors, sur le point 4,
je vais vous parler des best practices, donc pour choisir son outil de vise. Alors, ici, pour ceux qui connaissent un peu de la vise, je vais présenter ici une vise qui met en exergue, je suppose que vous avez déjà compris ce que la vise veut faire passer comme information. Donc, j'ai un ensemble de mots et il y a des mots qui sont un peu plus grands que d'autres. Donc, ce sont ces mots-là qui vont attirer mon attention. Effectivement, c'est l'intérêt de cette vise-là. Je vais vous présenter ici une représentation visuelle qui montre les règles essentielles. J'ai parlé d'usage. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est une règle essentielle. Il faut être pragmatique. Il faut également faire ce qu'on appelle un POC. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus avant de se lancer dans une vise. Donc, là, qui dit vise dit associer un outil de vise et l'intégrer dans son entreprise. Donc, il faut faire un POC qui est un proof of concept. Ce n'est rien d'autre que, de façon basique, un test. Voilà. Et à l'issue de ce test-là, on pourra décider de généraliser ou pas. Donc, c'est très important de le... Et ensuite, il y a la méthodologie également. Donc, j'ai parlé de conception, j'ai parlé également de rapidité de données. Donc, il faut vraiment de la méthodologie, sinon après, on se perd dans ce qu'on veut faire. Et après, le contexte, effectivement, pour arriver à lancer sa vise. Voilà. Et donc, l'autre aspect important, c'est la connaissance des outils, enfin, c'est le ROI, en fait, la connaissance des outils, mais il y a également le ROI. Il faut se faire accompagner, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on gagne, quel est le retour sur investissement aussi. Est-ce que si je fais ça, ça va me permettre de prendre des décisions et derrière, j'aurai un gain en termes de retour sur investissement. Donc voilà généralement les règles essentielles avant de représenter, avant de faire une représentation visuelle, en fait. Alors, toujours dans les règles pour le choix de l'outil, donc il faut maîtriser l'existant, connaître l'usage, ça on en a parlé. Il faut tester, j'ai parlé de test, donc ce qu'on appelle le POC, qui permet de sécuriser ton projet, mais également accompagner le changement de façon pertinente et efficace. C'est très important dans la conduite du changement. Si aujourd'hui, moi, je suis un décideur dans une entreprise qui n'a pas pour habitude de faire de la vise ou de présenter des dashboards et que demain, tu me dis que je dois prendre des décisions en me basant sur le dashboard, ça va être compliqué pour certains. Et donc, il faut vraiment faire cet accompagnement-là pour aller dans le sens de la conduite du changement. C'est un élément aussi essentiel. Après, voilà, ce sont des éléments importants. Alors, donc, un contexte, une réponse, c'est un élément important également. Donc, on a le contexte, on propose la vise qui répond à ce contexte-là. Tout simple. Alors, ici, je vais présenter, je vous ai parlé la communication. Bon, c'est un aspect essentiel. Mais les types de contenu complémentaires, un chiffre, enfin des chiffres clés, une représentation visuelle et des éventuels commentaires. C'est très important dans une visualisation. On peut faire une visualisation plaquée sans commentaire. Ça sera un peu plus compliqué pour le décideur déjà de comprendre. Il peut y avoir des cas où on a des chiffres, on a des représentations visuelles, mais on n'a pas de commentaires. Ça va donner un peu plus de temps pour comprendre l'information qui veut être passée, alors que si j'ai une vise où j'ai les chiffres, une représentation visuelle et des commentaires, tout de suite, non seulement de façon visuelle, j'ai l'information, mais le commentaire peut être, par exemple, une analyse ou une recommandation par rapport à un événement qui est constaté sur le graphique. Donc, c'est aussi un élément complémentaire qui pourrait être rajouté à votre vise. Voilà. Et enfin, ici, je vais présenter comment employer une représentation graphique, donc avec une échelle adaptée. Ça aussi, c'est un élément qui est super important parce que très souvent, on a des acteurs, des data visualisateurs, des data vis qui vont produire des vises avec des échelles qui ne sont pas adaptées. Donc, c'est ce que j'essaie de présenter ici. J'ai un camembert. Enfin, là, c'est vraiment pas tenable, quoi. J'ai des portions qui sont sensiblement égales, c'est pas interprétable. Donc, ça, c'est quelque chose à éviter. Ici, j'ai un histogramme horizontal qui a des, qui a une échelle
qui est difficilement interprétable. Enfin, ici, on voit l'échelle et on voit vraiment l'évolution, en fait. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut faire. Par contre, ici, on a la courbe d'évolution qui est quasiment arrimée à l'abscisse. Donc, clairement, l'échelle n'est pas top. Et donc, c'est difficile de savoir où est-ce qu'il y a le pic, où est-ce qu'on décroche, qu'est-ce qu'il faut faire. Là, c'est vraiment compliqué. Par contre, ici, dans le dernier graphe, c'est clair, on voit l'évolution clairement. Et donc, l'échelle est aussi quelque chose d'assez important. Il faut vraiment avoir une échelle adaptée à ce qu'on veut, on veut afficher en termes de courbe d'évolution. Voilà, donc toujours dans la même veine, il faut pouvoir donner du sens aux données, donc des courbes. On peut utiliser des types de graphes par rapport à ce qu'on veut faire passer comme information. Donc, on a tout ce qui est courbe pour représenter une évolution, tout ce qui est tableau pour représenter un nombre important d'indicateurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a des limites. Hein. Donc, beaucoup de chiffres, si on n'a pas des éléments de couleur adaptés à des situations de baisse ou de hausse dans les chiffres, après, c'est compliqué d'interpréter, donc il faut faire attention. Ensuite, les histogrammes, donc, qui sont principalement utilisés pour représenter des évolutions temporelles, donc comparer plusieurs éléments de différentes natures, ainsi de suite. Voilà. Clairement, ici aussi, on a le problème d'échelle. Si on n'a pas des bons échelles, après, ça biaise un peu la représentation qu'on veut faire. Après, il y a les camemberts, donc c'est un peu ce que j'ai expliqué, permet de représenter une répartition statistique. Et donc, voilà. Et enfin, l'entonnoir qui, lui, va permettre de représenter une progression au sein d'un processus séquencé. Voilà. Mais il y en a d'autres, hein, il y en a plusieurs, j'ai parlé de... Il y en a plusieurs, mais vraiment, il y en a qui sont beaucoup plus utilisés. Donc, qui sont ceux-là, mais également, il y a les heatmaps, il y a des matrices, il y a des cartes, voilà, il y a plusieurs, il y a les nuages de points. Pour tous ceux qui font de la statistique, dont j'ai parlé de data science, sur la partie exploration, on peut utiliser beaucoup de vises également pour représenter des séries statistiques, ce genre de choses-là, pour apprécier la donnée. Voilà. Et ici, très rapidement, je vais vous présenter un peu l'organisation de tout ce qui est sur la partie tableau de bord. Pardon. Donc, en premier lieu, on va identifier le problème qu'on a dit, contexte, il faut contextualiser. Ensuite, il faut identifier un axe de recherche des KPI. Donc, le problème identifié au niveau des visites, par exemple, ici. Donc, on a le problème, donc chiffre d'affaires. Ici, le problème, c'est que le chiffre d'affaires est en retard par rapport à l'objectif. D'accord? Donc, une fois qu'on a identifié le problème, ensuite, on va identifier un axe de recherche grâce au KPI. Donc, le problème est identifié au niveau des visites. Donc, une fois que on a identifié en troisième point, on va rechercher le problème parmi les sous-indicateurs. Et donc, on a vu que le problème est sur le trafic entrant, CA, celui-là, d'accord, ou en 4, ce trafic-là, enfin, la performance au niveau des familles de sous-produits, celui-là. Et donc, quand on va organiser notre vie, c'est un peu comme on peut le présenter aussi dans un storytelling, hein, pour aboutir à pouvoir cibler là où il y a le problème. Et donc, le rôle de la vise, c'est aussi ça. Hein. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle le storytelling pour arriver à pointer du doigt le problème qui est ici, par exemple, et déclencher une investigation sur la problématique et pouvoir mener des actions pour corriger. Donc, ici, c'est un exemple d'organisation pour que on puisse expliquer un phénomène, donc une problématique, à travers de la visite. Voilà, donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, hein, un décisionnel en cohérence avec les nouveaux modes de consommation. Donc aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de BI en self-service collaboratif. Donc aujourd'hui, les entreprises qui sont avancées dans la data mettent à disposition des outils de self-service qui permet aux acteurs de pouvoir eux-mêmes se construire de la vie. Ça, c'est vraiment dans le cadre
des entreprises évoluées. Par contre, il y en a d'autres qui ne sont pas encore à ce niveau-là, mais qui ont besoin d'une vise pour pouvoir prendre la décision et donc mettre en place un tableau de bord, un reporting, de sorte à ce que on puisse présenter des phénomènes de bout en bout. Donc, voilà, l'idée, c'est ça. Donc, les facteurs clés de succès, donc, je l'ai un peu dit, donc, c'est mettre en place des processus de collecte des données, donc, faire tout ce qui est conception, de sorte à ce qu'on ait une vise qui soit assez rapide, mais également choisir les outils adéquats. Donc, que ce soit l'outil de vise qu'on veut utiliser, donc selon tous les critères que j'ai présentés, mais également démarrer sur des périodes réduites. Donc, j'ai parlé de POC, donc il faut faire des tests avant de s'engager sur utiliser un outil pour faire de la vise, et également instaurer une gouvernance et mettre en œuvre un pilotage de qualité de la donnée. C'est aussi essentiel. Il faut faire de la vise, mais après, derrière, si on n'a pas de gouvernance, on n'a pas de gestion de la qualité de la donnée, après, derrière, on prend des décisions sur des données qui ne sont pas fiables. C'est un élément très important. Donc, il faut une gouvernance pour mettre en œuvre le pilotage de la qualité de la donnée. Également, la conduite de changement. C'est important. Il faut aussi permettre aux décideurs et même aux équipes qui utilisent de pouvoir abandonner les anciennes pratiques, mais également s'adapter à cette nouvelle façon de faire, là, utiliser la vise pour piloter l'activité. Voilà. Voilà. Donc, en gros, voici globalement ce que j'avais à vous présenter hein, sur le thème d'aujourd'hui. Donc, j'ai vu que personne n'a posé de questions. Je suppose que c'est bien compris. Donc, il nous reste encore du temps. Donc, je suis ouvert à vos questions et autres précisions que vous voudriez. Merci infiniment pour votre présentation. Donc, s'il vous plaît, chers participants, si vous avez des préoccupations, des questions ou des additions, je vais vous signaler s'il vous plaît. OK. Je voudrais savoir, vous avez évoqué tous ces aspects, mais j'aimerais savoir au sein des entreprises, il peut se trouver que le besoin est là, le problème aussi est identifié, mais pour des contraintes budgétaires, mais savoir est-ce que pour ce genre de cas, avez-vous des recommandations à faire? Alors, j'ai parlé un peu comment, enfin, déjà un contexte et puis une réponse. Et puis, j'ai parlé de comment choisir son outil, en fait. Et donc, l'un des éléments pour choisir l'outil de vise, c'est vraiment, il y a le coût là-dedans. Déjà, j'ai montré 3 catégories. Attends, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Ici, comment on choisit son outil pour faire de la vise, mais il y a 3 gros blocs. Et en fonction du besoin, on peut faire le choix. Donc, ici, sur les applications web, d'accord, basées sur des frameworks qui sont open source, ici, le coût est moindre. Par contre, il faut des compétences spécifiques sur ces frameworks-là qui vont te permettre de développer. Ici, sur les outils tels que Tableau et autres qui sont dans le cadran, là, sont des outils qui sont payants, qui peuvent être chers. Donc, généralement, ils sont vendus. C'est des licences qui sont par utilisateur, donc ça peut être coûteux. Et enfin, celui du haut, là, c'est vraiment tout ce qu'on connaît, les tableurs, Excel et autres. Par contre, il y a des limites. Donc, quand tu as un volume important de données, voilà. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà. Donc, j'ai présenté certaines questions à se poser avant de se lancer dans le choix d'un outil. Ma seconde préoccupation, c'est de savoir par rapport aux utilisateurs. Je ne sais pas si vous avez évoqué en ce qui concerne la formation. Est-ce qu'ils doivent être sensibilisés, être formés ou c'est pas... Oui, bien sûr. J'ai parlé de conduite de changement. Ça rentre dans la conduite de changement. Hein. Il faut vraiment une politique de conduite de changement. Parce que, comme j'ai dit là, ce n'est pas forcément toutes les entreprises qui ont un niveau de maturité data qui est assez poussé. Donc, il faut vraiment prévoir. Y a-t-il d'autres questions? Si vous avez un dernier additif pour clôturer, vous avez d'autres compléments à pouvoir mettre. S'il vous plaît, j'ai une question. Oui, monsieur Roland Soron. Bonjour à tous.
Je tenais à dire merci à M. Armand pour sa brillante présentation. J'ai vraiment apprécié. Je voulais juste poser une question au niveau de la data vis. Tout à l'heure, lorsqu'il était en train de faire la présentation, surtout sur ce slide-là, où il parlait de quoi? De savoir si on a besoin de manipuler l'information ou la donnée d'abord avant de pouvoir la restituer. Ok, je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir prendre les données à l'état brut et pouvoir faire une présentation pouvoir faire une data vis avec? Et aussi, concernant la data vis, la première question qui est là, est-ce qu'on a en même de pouvoir prendre une information sans tout de même pouvoir la modeler, pouvoir faire ressortir les différentes informations que nous voulons avant de procéder à la data vis? Maintenant, pour la data vis en elle-même, les KPI, parce que la présentation, généralement, se fait en fonction des KPI, comme on l'a dit, des stratégies. Est-ce que ce sont des trucs qu'on doit demander? Bon, pour moi, je suis un amateur. Est-ce que ce sont des trucs qu'on doit demander auprès des différents services responsables de services pour voir les KPI qu'ils attendent afin de pouvoir le faire? Ou nous-mêmes, nous regardons l'aspect ou encore le fonctionnement de l'entreprise pour pouvoir le faire nous-mêmes et faire la présentation? D'accord, très bien. Alors, ta première question, c'est est-ce qu'à partir de données, brutes, là, on peut faire de la vise sans transformer la donnée? Encore une fois, tout part du contexte. Je vais te prendre un exemple. Alors, je suis une entreprise de e-commerce, d'accord? Et est-ce que c'est la bonne... Ok, je suis une entreprise de e-commerce, d'accord? Et j'ai des clients, d'accord, qui passent des commandes sur mon site. Et derrière, j'ai modélisé, enfin, le site est adossé à une base de données, donc qui est structurée, hein. Donc, je sais qui a vendu. J'ai une table où j'ai le vendeur, j'ai toutes les informations du vendeur jusqu'à sa localisation, sa géolocalisation. D'accord? Et moi, je veux présenter à mon responsable commercial d'où viennent les commandes sur mon site. D'accord? Donc, je vais lui mettre en place une vise qui va avoir juste une carte, donc une map avec la représentation de mes clients qui ont passé des commandes. Je prends la seule table dans laquelle j'ai les informations du client avec la localisation, longitude, latitude, telle qu'elle est là. Je peux monter la vise sans transformer la donnée. Oui. C'est un cas spécifique où je peux faire de la vise sans transformer. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a des cas selon le contexte où tu peux faire de la vise sans transformer la donnée. Deuxième question, tu as parlé de KPI sur les dashboards. Alors, généralement, ce qui se fait, tu fais un dashboard, pas pour toi, mais tu fais un dashboard pour un client, enfin, pour le métier, pour le business. Et donc, soit le KPI, il existe déjà, mais il est calculé de façon manuelle ou bien voilà, par les équipes. Toi, tu viens proposer quelque chose qui change de l'habitude. Et donc, tu vas récupérer ces indicateurs-là, c'est-à-dire que les KPI qui ont été définis par les équipes métiers avec des règles de calcul claires que tu vas intégrer à ta vise. Donc, tu as ce cas-là, par exemple. Tu as aussi des cas où il n'y a pas d'existant. Mais il faut co-construire les KPI. C'est que la vise que tu fais, ce n'est pas pour toi, pour des décideurs, c'est pour des... Voilà. Donc, c'est vraiment, soit tu co-construis, si tu as de la connaissance, de la compétence dans l'activité, ou bien tu te rapproches des personnes qui ont la compétence, donc qui ont la connaissance business, pour mettre en place ces KPI. Généralement, c'est des KPI, ce sont des informations business. C'est vrai que derrière, on représente avec des règles de calcul, mais derrière, c'est une représentation business. Et donc, tu vas te rapprocher de ceux qui ont la connaissance du métier pour pouvoir transcrire cette information-là en règle de calcul. Super, merci. Je peux encore? Vas-y. Ok, donc oui, ok, je vais parler ici. Bon, ici, on est sur la data vis. Est-ce qu'une personne peut, vous voulez demander à une personne, bon, si vous voulez conseiller une personne qui peut-être aime beaucoup, qui est passionnée de la manipulation des données, est-ce qu'une personne peut parler de la data vis sans tout de même faire la data analyse? Alors,
est-ce qu'une personne peut parler de la data vise sans faire la data analyse? Ça va être difficile. Pourquoi? La data vise, comme j'ai dit, globalement, ça permet de représenter une information, une ou des informations. On veut représenter une information. Et donc, avant de représenter l'information, ça veut dire que l'information, elle est présente d'une autre façon. Tu es d'accord avec moi? Oui. J'ai présenté ici au départ, là, voilà, ce contexte-là. Donc, j'ai un tableau ici, j'ai l'information et que je représente ici. D'accord? Donc, j'ai ça à minima comme ça. Mais pour avoir l'information comme ça, je ne suis pas sûr que c'était comme ça initialement. Ça peut être comme ça initialement, Non. qu'on a pris, mais généralement, ce n'est pas comme ça. Tu vas juste faire des agrégations, tu vas faire des transformations de la donnée. Celui qui va faire ça, ça peut être un analyste, hein. Tout le monde, enfin, un data ingénieur, tout le monde peut faire, mais il y a ce travail-là à faire. Si on prend, par exemple, les vises qui sont faites à partir d'applications web, donc avec les frameworks que j'ai présentés là, tels que HTML, CSS, tout ça, Le CSS, oui. on peut dire qu'il y a des personnes qui, elles, ont de la compétence en développement informatique, peuvent se lancer directement dans la vie. Ça va être compliqué. Parce que c'est comme si tu dis, tous les développeurs qui connaissent un minimum HTML, qui font du PHP, peuvent faire de la vise. Ça va être compliqué. Si tu n'as pas cette touche analytique-là, de data analyse, là, c'est les deux qui vont de pair pour pouvoir mieux faire des représentations. Parce que le data vise, il va proposer des graphes qui sont adaptés à l'information qu'on veut faire passer. Donc, pour moi, clairement, il faut avoir un peu des deux. Mais Soro, Okay. satisfait? Oui, moi ça va. Comme on est sur quand c'est la visualisation, donc je ne vais pas étendre mes questions encore parce qu'il risquerait de me trouver dans d'autres domaines. D'accord. Merci bien. Donc, monsieur Amand Cablan, bon, on a aussi pratiquement la fin. Donc, si vous avez un dernier mot, voilà, pour que nous puissions passer les dernières informations et clôturer là. OK. Bon, ben, merci à tout le monde de vous être connectés. Et il faut savoir que... Excusez-moi. Oui. Allô? Oui, excusez-moi. C'est pas une question, c'est juste une demande que je voulais faire. Et là, ça va à votre niveau. Si vous devez donner des conseils à une personne qui souhaiterait se perfectionner sur le domaine, quelles sont les attitudes que vous pouvez lui conseiller? Comment est-ce que la démarche à suivre pour pouvoir mieux se performer et apprendre plus facilement la data vise? Alors, la démarche à suivre pour pouvoir mieux se performer. Aujourd'hui, il y a la première des choses, il faut un environnement. Il faut un environnement. Donc, on a beaucoup d'environnements qui sont disponibles, hein, sur le net ou même sur le cloud, qui sont gratuits. Donc, il faut déjà connaître ces environnements-là pour pouvoir démarrer des phases pratiques. J'ai parlé de POC dans ma présentation, c'est essentiel. Il faut soi-même commencer à se frotter à tout ce qui rentre en ligne de compte de la data vise, notamment tout ce qui est analyse de données, ce genre de choses-là. Et progressivement, rajouter aussi un volet de développement, hein, parce que tout ce qu'on dit là, après, derrière, même si tu as les outils de vise, tu as un aspect de développement, donc il faut développer des vises. Voilà. Et après, derrière, avec l'expérience, il y a certaines choses qui vont venir d'elles-mêmes. Donc, première chose, avoir un environnement de travail pour faire des tests, donc avec les environnements qui existent. Et deuxième chose, monter en compétence sur les aspects de développement. Et si possible, rajouter des compétences ou même des connaissances en statistique. Ça peut aider. Donc, vous avez parlé des avions de travail normalement. Est-ce qu'on a des espaces, comme vous avez dit tout à l'heure, on a des espaces qui peuvent nous permettre de collecter un ensemble de données quelconque pour des trucs statistiques qui peuvent nous permettre de pouvoir servir de jeu pour nos différents tests? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a pas mal quelques exemples. Alors, est-ce que de tête... comment on appelle ce truc-là?
Il y a pas mal de trucs en ligne, hein. Je pense que tu peux faire une recherche sur Google sur les données open, données libres. Tu peux faire des recherches sur Google, tu vas en trouver. C'est des API généralement qui mettent à disposition, D'accord. qui permettent d'avoir des données. Il n'y a pas de souci. OK, donc Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que cette séance-là a permis à tous d'avoir certains éléments sur la database pour vous permettre de vous projeter dans l'avenir sur cette activité-là. Merci à tous. Bonne soirée. D'accord, merci vraiment, M. Kaplan. Merci. Donc, au nom de la présidente, je voudrais vraiment vous dire merci. Merci pour votre disponibilité et pour votre précieux temps aussi et les conseils, les différentes orientations. La formation a été vraiment édifiante. Donc, chers participants, ainsi nous approchons à la fin. Donc, rapidement, comme je l'ai dit, je vais vous présenter la suite de la présentation. Donc, demain, nous aurons également 2 thèmes, mais ce sur quoi je voulais encore insister, c'est une invitation au workshop du 12. Donc, comme je l'ai dit, les payants. Donc, pour ceux qui aimeraient évidemment prendre part et qui sont disponibles, je vous prie de vous signaler. Donc, demain, on aura le premier thème autour des 16 heures et pour le samedi, comme je l'ai dit, les participants auront droit à une certification et on aura aussi un moment de networking. Donc, n'hésitez pas véritablement à nous faire signe par rapport à votre disponibilité pour que ensemble nous puissions apprendre davantage. Donc, merci véritablement pour votre contribution. Merci, chers participants. Et surtout, grand merci à notre présentateur du jour qui nous a vraiment édifié sur la DataVis. Merci et à très bientôt.